y a presque 13 millions, entre 13 et 18 millions de Français qui sont en situation d'illettrisme numérique. Il y a au moins entre 200 et 300 métiers différents dans le numérique. Il faut quand même que l'enseignement supérieur amène à des métiers et à une insertion professionnelle. Il ne s'agit pas de faire de tous les enfants des développeurs ou des développeuses. Déçu de voir qu'on continue à envoyer des bataillons de gens dans des filières dans lesquelles on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Un développeur, c'est pas quelqu'un dans sa cave avec une barbe et une part de pizza pourrie qui est tout seul dans son coin. Si ChatGPT est capable de faire l'exercice que vous donnez à votre apprenant, il faut changer l'exercice. Toutes les modalités d'évaluation sont à revoir. On ne peut plus donner de devoirs à la maison, c'est fini ça. Il y a des métiers qui vont être très impactés, mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas avec le numérique et avec toutes les technologies ? En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'autres métiers aussi qui vont être complètement boostés par ça. Et ça donne un peu des super pouvoirs à des gens qui sont peu qualifiés justement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une figure incontournable de l'innovation sociale et du numérique en France, Frédéric Bardot, cofondateur de Simplon, une entreprise sociale qui forme au métier technique du numérique. Frédéric travaille depuis plus de 25 ans à faire converger technologie et impact social. Avec Simplon, il s'engage à rendre les formations accessibles à tous, gratuitement, dans une logique d'inclusion et de justice sociale. Et aujourd'hui, plus que jamais, alors que le numérique bouleverse, vous le savez, nos vies et nos métiers, cette mission prend évidemment une résonance particulière. On va revenir ensemble sur son parcours, son engagement pour l'éducation et sa vision d'une société où le numérique peut être un véritable levier d'égalité des chances. On va parler aussi de sujets très actuels, comme l'impact de l'intelligence artificielle générative sur les métiers, sur le futur de l'éducation. Et puis, on va parler des défis à relever aussi pour que personne ne soit laissé de côté dans cette transformation numérique. Et vous, alors, avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie savoir coder aujourd'hui ? Est-ce que c'est devenu une compétence essentielle, au même titre que lire, écrire ou compter ? Quelle place aussi pour le numérique dans l'éducation de demain ? Voilà autant de questions qu'on va explorer avec vous, Frédéric Bardot. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Ravi de vous recevoir dans 20 sur 20. Alors, vous avez cofondé Simplon il y a 10 ans. C'était quoi votre ambition initiale ? En fait, on a tous eu la même idée en même temps. On s'est lancé en même temps que l'école 42, que le wagon, C'est vrai. des choses que vous connaissez déjà. Donc, c'était dans l'air. C'est une génération spontanée. On a tous eu la même idée. On ne l'a pas traité de la même façon. L'idée, c'était d'importer ce format un peu qui est né aux États-Unis, qui s'appelle les bootcamps. Donc, rien de militaire là-dedans, mais le côté intensif, effectivement, de prendre des gens qui ne sont pas des geeks et de leur faire bénéficier des opportunités professionnelles qui sont dans ces métiers, parce qu'on a besoin de beaucoup de gens dans le développement, dans la data, dans l'IA. Donc, c'est une opportunité d'insertion professionnelle. Donc, voilà, il y a une génération de centres de formation un peu nouveaux, un peu disruptifs qui sont arrivés dans les années 2012, 2013, 2014. Et Simplon, nous, on a surfé cette vague en étant le plus inclusif possible et en allant très, très loin là-dessus. Alors justement, j'allais vous demander, c'est quoi votre différence par rapport à ces autres acteurs, cette inclusion ? On est complètement gratuit et on s'adresse effectivement à des gens qui sont très éloignés de l'emploi et qui n'ont pas, on va dire, le stéréotype qu'on attend du geek. Vous savez que c'est plutôt un homme blanc qui a un bac +5, qui démontait des ordinateurs à l'école, qui a fait une école d'ingénieur. Ouais. Voilà, donc chez nous, c'est pas trop ce stéréotype-là. Vraiment, on va chercher des publics très éloignés, des personnes en situation de handicap, des réfugiés, des personnes en reconversion qui faisaient rien à voir avec le numérique avant, D'accord. des décrocheurs scolaires, et on a un taux anormalement élevé de femmes dans nos écoles. Ça, c'est une vraie spécificité puisqu'on a à 40%. Ça fait qui du est bien, énorme. ça. Ouais, Bah ça, ouais. c'est cool. Comment ça s'explique ? Il faut aller les Faut aller les chercher, chercher, voilà, ouais. faut les convaincre, faut créer un environnement où elles se sentent à l'aise. Voilà, c'est tout un travail. C'est un de nos plus gros programmes avec le handicap. Ouais. C'est plusieurs millions d'euros par an pour arriver à 40%. Parce que si on fait rien, on arrive au taux normal, c'est 15%. Mais c'est ça. Donc comme quoi ça marche quand on veut aller les chercher, Voilà, quand on mais y il faut met vraiment les se donner moyens. des moyens et puis Ouais. être à l'écoute et voilà. Bon, bravo en tout cas. Oui, Pour ça, c'est une ça sacrée s'arrête pas. étape, effectivement, et c'est ce qu'on souhaite, c'est que ça continue justement à faire des petits. Votre parcours aussi, Frédéric, est riche en engagements sociaux notamment. Vous avez commencé à en parler. On va continuer à évoquer le sujet ensemble dans cet épisode. Mais quel a été le déclic, l'étincelle ou l'événement qui vous a poussé justement à vouloir faire converger à la fois numérique et impact ? Je crois que j'ai un tropisme qui est lié à l'engagement. Je suis un militaire raté déjà, donc je me suis déjà engagé, pas vrai. mais pour une autre cause. Oui, voilà. Bon, j'aurais pas pu faire carrière dans l'armée parce que ça allait pas assez vite pour moi, puis parce que voilà, D'accord. c'était pas. Mais j'ai adoré. Il y avait beaucoup de mixité sociale. Les 2 moments où j'ai trouvé de la mixité dans ma vie, c'était à l'armée et à Simplon. Ok. Voilà, c'est les 2 seuls endroits où on croise des gens qu'on croiserait jamais, parce que vous savez qu'on évolue toujours dans les mêmes milieux. Enfin, C'est vrai. peut-être vous moins dans les médias, vous voyez peut-être des gens très différents, mais. Ouais. Donc ça, il y avait cet engagement. Et puis après, le numérique, je suis tombé dedans le 3 septembre 1997 à midi.
Qu'est-ce qui s'est Je me passé? suis connecté à Internet pour la Aïe, aïe, première fois. Et là, j'ai été un peu foudroyé. Ouais, je me suis dit, bah voilà, ça y est, t'as trouvé ton truc. C'est vrai. Ça va être inépuisable. Ça va être ta passion. Ça va être ton C'est métier. génial. Voilà. Et après, j'ai fait le lien assez rapidement entre les deux. J'étais dans la communication à l'époque. Et donc, je me Ouais, suis spécialisé sur la communication numérique des ONG. Et donc, voilà, ça a pas commencé mal. déjà le mariage voilà, du numérique et de l'impact et de l'intérêt général. Ça a commencé là. Puis ça ne s'arrête pas depuis 25 ans. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Alors pour les jeunes qui nous regardent, les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce qu'on trouve sur Internet un 3 septembre ou décembre 97? Qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque? Bah, on ne trouve pas Google, parce que Eh ça ouais, c'est n'existe ça. pas. Donc, on a des répertoires, des moteurs de recherche. On ne sait pas du tout quelle est l'ampleur en fait, des sites Internet. On peut en créer de manière assez compliquée D'accord. à l'époque. Donc, il y a des grandes institutions qui sont présentes. Il y a aussi des entreprises. Il y a aussi des pirates. Il y a aussi de la Ouais. pornographie. Il y a aussi, c'est un peu le Far West. Donc, c'est vraiment un média naissant, comme, je sais pas, les premières radios pirates ou les choses comme ça. Donc, Ouais. c'est le début. Et en fait, on peut être soit en lecture, donc on regarde ce qui se passe, soit en écriture. Et là, on peut produire des choses et avec ses petites mains, faire un site internet. C'est ce que vous avez fait? Pas du tout. Non. Moi, je suis pas du tout un geek de ce type-là. D'accord. Moi, voilà, j'aime les contenus, j'aime le pouvoir que ça donne. À force d'être dans le secteur, je suis devenu un peu Ouais. technique, mais je suis pas un développeur, je suis pas un ingénieur. Mais à l'époque, déjà, j'ai vu que il y avait déjà de la culture, il y avait des communautés, il y avait les newsgroups à l'époque. Ok. Et donc, voilà, les gens qui aimaient Mylène Farmer, l'aquariophilie, ils se réunissaient. Et ça, c'était vraiment génial, le côté communautaire. Et le C'est fait vrai. de pouvoir discuter avec des gens dans le monde entier, Ouais. ça, c'est vraiment super. Et pour les gens qui aiment bien la connaissance comme moi et apprendre, c'était déjà sans fin. Alors maintenant, c'est encore mieux. Il y a YouTube, il y a J'imagine. Wikipédia. C'est Mais, vrai. mm, Complètement infini et tout ça, ça s'est mm. décuplé au fil des années. Vous êtes un entrepreneur social reconnu et vous me parlez justement de cette date qui a un peu marqué votre vie. Vous vous souvenez de la date et de l'heure de votre connexion sur Internet. Est-ce que justement il y a des événements ou des rencontres qui ont marqué votre carrière et orienté peut-être votre choix d'orientation professionnelle? Quand j'ai commencé à donner des cours au CELSA, donc il y a une école qui forme au journalisme et à la communication, Tout à c'était fait. des cours numériques. Et là, j'ai compris que voilà, apprendre et transmettre, c'était la même chose. Qu'en Ouais. fait, il n'y a pas quelqu'un qui est sachant et qui explique la vie à d'autres gens. Avec les étudiants que j'avais en face de moi, en fait, on apprenait ensemble des choses, on apprenait autant. Et ce qui est drôle, c'est que c'est des étudiants que j'avais au CELSA qui ont eu cette idée de Simplon et qui m'en ont parlé à la fin d'un cours et voilà, avec qui je me suis retrouvé à monter cette aventure. Donc, Sympa. ouais. Donc 11 ans d'intervention au CELSA, ça j'ai adoré. En plus, j'avais un cours d'innovation numérique où je faisais ce que je voulais. Ah oui. Donc, Carte blanche. Carte blanche. Donc, on a fait la stratégie numérique d'Al-Qaïda, on a fait des C'est choses pas sur vrai. Anonymous, sur la cyberculture. C'était Génial. open bar. Est-ce C'était qu'on super. pourrait le faire encore aujourd'hui, tout ça? Oui, je pense, Ouais. ouais. On pourrait faire, oui, je sais pas, les masculinistes ou Ah, les c'est incels. vrai. On pourrait faire Elon Musk qui déverse toute sa haine sur X. On pourrait faire Ouais. plein de trucs, ouais. Il faut Mm. d'ailleurs. Simplon a formé des milliers de personnes depuis au métier du numérique. On parlait tout à l'heure des profils qui font partie justement de vos apprenants, notamment les femmes. Ces sujets de diversité qui vous touchent beaucoup. Mais qu'est-ce qui est justement, quels sont ces profils? Je ne sais pas, peut-être que vous pensez à un ou deux noms en particulier ou à une catégorie de profils qui vous touchent particulièrement dans ces formations. Je vais commencer par le plus difficile. Donc, on a des gens vraiment de la plus grande diversité, mais les profils les plus difficiles à insérer dans le monde professionnel, parce qu'on est en France, et en France, le diplôme, c'est très important, comme vous le savez, c'est les décrocheurs scolaires. Ce qu'on appelle les Ok. décrocheurs, je déteste ce mot, mais bon, on n'en a pas d'autre. Il y a un acronyme européen qui s'appelle NEET. Alors là, c'est encore pire que décrocheurs, hein. C'est les gens qui sont sans emploi, sans formation et sans diplôme. Ouais. Donc là, ouais, là, c'est vraiment des gens qui quittent le système voilà, sans qualification. Il y en a entre 100 et 200 000 par an. D'accord. Donc, c'est plusieurs millions de personnes. Bien sûr. Et là, il y a des belles aventures, des gens qui étaient dans des missions locales ou dans des associations d'éducation populaire et qui, a priori, n'avaient pas d'avenir. Et on leur met un ordi dans les mains, ils apprennent à coder. Ils se Et révèlent. là, voilà. Ah ouais. Ouais, ça, c'est génial. Qu'est-ce qui monte comme type de projet alors, par exemple? Moi, déjà, ils cherchent à travailler. Ils ont parfois des envies d'entreprise, mais pour le coup, c'est pas trop notre spécialité, nous. Nos amis de France Travail, et là où on est jugé, c'est quand on fait en sorte que quelqu'un correspond à une offre d'emploi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Non pas que l'entrepreneuriat, ce soit pas une bonne sortie positive, mais c'est moins valorisé dans nos parcours. Donc voilà, les décrocheurs et puis les personnes seniors aussi. Ça, c'est très touchant, parce que c'est les deux extrémités C'est vrai. du spectre, et c'est ce qui est le plus difficile à insérer. Ouais. Vous savez que dans le numérique, on est un peu jeuniste. Et donc, on est très vite un vieux.
Moi, je suis un dinosaure dans le numérique. Oh Mais, là 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 là. mais donc, ouais, des personnes de 45, 50 ans, 55 ans qui ont Ouais. une carrière qui n'était pas numérique, qui se reconvertissent dans la tech. Ça, c'est absolument génial. J'ai plein de, Canon. de souvenirs d'institutrices, Ah de ouais. gens qui étaient vraiment, je sais pas, auxiliaires de puriculture. On avait des bûcherons, on a eu des gens Ah oui, sur la fin de leur vie professionnelle. Mais la fin de leur vie, elle dure encore 10-15 ans Bien quand sûr. on a 50 ans. bien sûr. Donc ça, c'est super, c'est hyper touchant. Puis alors, des histoires de personnes réfugiées, ça aussi, c'est complètement marquant, quoi. Ouais. Il y a de quoi écrire un livre. Oui, Oui. oui, oui. Bah, je crois que tous les gens qui sont dans l'innovation sociale, ils ont des belles histoires comme Oui, ça. c'est C'est un vrai. peu notre lot. Ouais. C'est vrai que quand j'ai une baisse de morale, moi, je vais sur LinkedIn et souvent, j'ai un petit message de quelqu'un qui dit « Ah, j'ai fait Simplon dans telle ville ou dans tel pays, merci beaucoup. Ah, Ça, sympa. j'adore. Sympa. Ça fait ma journée. Ouais, ça change une vie, c'est clair. Vous travaillez aussi avec des entreprises partenaires qui contribuent, de ce que j'ai compris, au succès des programmes de Simplon. Justement, quelles sont ces entreprises et quel est leur rôle? Bah, nos meilleurs amis, nous, en termes d'entreprise, c'est ceux qui recrutent le plus de Ouais. personnes numériques. Donc, c'est les entreprises de services numériques, des D'accord. grandes sociétés comme Accenture, Capgemini, tout ça. Et les autres, c'est les banques. Parce qu'il y a des gros services informatiques dans les banques. Donc, elles sont vraiment très friandes d'avoir plein d'alternants. Ah ouais. Donc, ça, c'est nos meilleurs amis. C'est marrant parce que c'est pas du tout le secteur auquel on pourrait penser comme Ouais, ça. c'est les deux plus gros recruteurs en termes numériques. Ah ouais. Voilà, déjà, 50% des gens à Simplon qui finissent dans des D'accord. univers comme ça. Donc, c'est impressionnant. C'est énorme. Et après, nos troisième meilleurs amis, c'est ce qu'on appelle maladroitement les GAFAM. Donc, c'est ces grandes entreprises du numérique qui sont toutes différentes. On les met dans le même sac, mais elles sont quand même très différentes les unes des autres. Ouais. Et elles ont intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui aient des compétences numériques sur le marché, parce que sinon, elles ne peuvent pas se développer et leurs clients ne peuvent pas utiliser leurs solutions. Bien sûr. Quand on est Microsoft, nous, on travaille avec Microsoft depuis 2015 et Microsoft a intérêt à ce qu'il y ait un maximum de gens qui soient geeks sur le marché, parce que ça nourrit leur écosystème, ils utilisent leur technologie et puis ils inventent des choses et ça fait du business pour eux, mais ça fait partie aussi de leur responsabilité, de leur impact, d'être inclusif, quoi. Justement, qu'est-ce que vous leur dites à ces partenaires? Quelle vision, en tout cas, du numérique comme levier d'inclusion sociale vous leur présentez? Bah, en fait, c'est vraiment un match parfait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nous qui leur expliquons que le numérique, ça peut changer la vie des gens et que Ils le savent, a priori. Ils le savent, ils en ont besoin, c'est leur business. Et quelque part, il y a un continuum entre leur RSE et leur business. Ouais. C'est-à-dire que plus ils mettent des gens divers sur le marché du travail, plus les entreprises trouvent des gens divers, plus il y a de l'innovation, plus il y a du business, plus c'est bon pour eux. Donc vraiment, on n'a rien à leur expliquer. C'est vraiment une espèce d'alliance objective. Donc chacun est dans son couloir de nage. Nous, on est dans le social, eux, ils sont dans la tech. Mais on a vraiment les mêmes aspirations. C'est ça qui est assez bluffant. C'est pas de la com ou c'est pas pour redorer leur image ou recruter des gens. C'est vraiment parce qu'ils ont intérêt à le faire et qu'ils sont sincèrement convaincus que plus il y a de geeks, mieux c'est. Ouais, c'est sans doute le constat qui est nécessaire aussi, sans doute. Est-ce que vous pensez aussi que les pouvoirs publics en font assez, justement, pour favoriser la diversité et l'inclusion dans le domaine du numérique? On parlait tout à l'heure des bootcamps à la française. Il y a des gens qui se sont vraiment mis en faux et inscrits contre le système en disant que le système était nul et donc qu'ils allaient faire mieux. Nous, on est plutôt assez bon public avec le système. On sait que c'est pas facile. Okay. On sait que le décrochage scolaire, c'est pas parce que l'éducation nationale fait n'importe quoi, c'est parce que c'est compliqué. La réalité sociale est compliquée. Donc nous, on travaille main dans la main avec eux. Okay. On travaille avec les collèges, avec les lycées, les missions de lutte contre le décrochage scolaire, l'enseignement supérieur, l'AFPA, les Greta, les ministères. Vraiment, on est main dans la main avec eux. Qu'est-ce que vous faites notamment avec les plus jeunes d'entre eux? Vous on les formez aussi? Oui, on plante la petite graine. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit en 2014 un bouquin qui s'appelle « Lire, écrire, compter, coder ». On va en parler. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment une compétence qui est intéressante d'acquérir. Il ne s'agit pas de faire de tous les enfants des développeurs ou des développeuses. Mais cette logique dans une société numérique, savoir comment ça marche, le numérique, c'est quand même plutôt bien pour être un citoyen éclairé. Oui, sans doute, surtout à cet âge-là, effectivement, où on entre dans ce vaste univers, parfois un peu dangereux aussi, du numérique, effectivement. On va en parler dans un instant. D'abord, ce que je voudrais qu'on comprenne aussi pour nos éditeurs, c'est la principale barrière, selon vous, qui empêche encore certaines populations d'accéder au numérique. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'accès au Wi-Fi, c'est l'accès aux tablettes et au téléphone, c'est... Ouais, donc la première, c'est l'inaccès à la connexion. Donc il y a encore des zones en France, même en France, où c'est un peu la pampa, que ce soit les zones de montagne, certaines zones reculées. C'est ce qu'on appelle les zones blanches. C'est ça. Il y en a de moins en moins, mais il y en a quand même. D'accord. Après, il y a effectivement le matériel, vous avez raison. Un ordinateur, le téléphone que vous avez, là, il coûte quelques milliers d'euros. Donc il y a une petite barrière là-dessus. Puis après, surtout, là, il y a l'usage.
Bien sûr. Voilà. Donc, quand on est connecté, quand on a le bon téléphone, le bon truc, après, il y a les 4 compétences numériques de base et il y a presque 13 millions, entre 13 et 18 millions de Français qui sont en situation d'illettrisme numérique. C'est C'est pas énorme. l'épaisseur du trait, c'est Sur presque un Français 68. sur 5. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Est-ce que c'est une question de compétences numériques à acquérir dès l'école, le collège et le lycée? Est-ce que c'est... Ça peut être une piste, mais après, c'est Ouais. la responsabilité de tout le monde. Là encore, c'est pas dire oui, c'est la faute à l'éducation Ouais, c'est nationale. ça, Bah, c'est non. facile de Il lui y dire a ça. les parents, il y a l'entreprise, tout le monde a un rôle à jouer. On est dans une société qui doit être apprenante et la lutte contre l'illettrisme numérique, voilà. Ouais. Et puis il y a aussi des gens dont il faut respecter qui n'ont pas envie d'être sur le numérique. Ouais, Moi, c'est je vrai. comprends ça. Hein. C'est vrai. Il y a des gens qui préfèrent parler à des gens et pas parler à un chatbot. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir de téléphone portable. Ouais. Il y a une trajectoire écologique du numérique qui n'est pas évidente, donc on ne Ouais. peut pas forcer non plus les gens. Mais bon, la plupart du temps, c'est pas un choix, hein, c'est parce qu'ils Bah sont oui. en difficulté. Ce Donc, que j'allais vous dire, est-ce qu'on peut encore vivre de c'est de plus en plus dur, mais sans numérique c'est de plus en compliqué, plus hein. dur. Ouais. Vous formez, vous avez lancé un programme ambitieux avec Microsoft là, pour former 1 million de personnes à l'intelligence artificielle générative. Alors là, on parle en numérique, on est vraiment dans sa nouveauté, qui est plus tellement nouvelle d'ailleurs, parce qu'à force de dire dans les médias, on dit c'est une révolution, c'est une révolution. Oui, ça l'est, mais ça n'est pas nouveau. En fait, ça fait déjà des années qu'on parle d'intelligence artificielle. Là, le fait est qu'avec ChatGPT, tout est complètement bousculé, les cartes sont rebattues. Travailler avec Microsoft et former ce million de personnes à l'intelligence artificielle générative, c'était une évidence. Oui, c'est la continuité du partenariat qu'on a avec eux depuis 2015. On a commencé par les collégiennes et les lycéennes. On Ouais. était sur les femmes dans l'éducation. Après, on a effectivement, depuis 2018, quand il y a eu la stratégie nationale sur l'IA avec le plan Villani, hein, vous savez, Cédric Tout à fait. Villani. Donc là, on a commencé à faire des écoles IA avec Microsoft. Et donc, on en a fait plus de 60. On a formé plus de 1500 personnes. Donc ça, c'est vraiment des gens dont le métier, ce sera d'être développeur ou développeuse en IA. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, c'était vraiment une... Voilà. Après, on a fait des écoles sur le cloud, sur la cybersécurité, mais ça a été un enchaînement assez fort quand il y a eu cette stratégie nationale sur l'IA. C'est Microsoft qui a pris l'initiative en disant, bon, on forme des collégiennes, des lycéennes, mais est-ce qu'on n'irait pas plus loin? Ouais. Donc, nous, on n'attendait que ça. On voulait Ouais, déjà j'imagine. former des développeurs dans l'univers de Microsoft. Mais là, ils sont arrivés avec l'IA. Donc, c'est marrant, chez Simplon, il y a une partie des gens qui ont dit, mais jamais on arrivera à former des chômeurs à l'IA. L'IA, c'est trop compliqué. C'est un truc de bac plus 18. Aïe. Et en fait, pas du tout. Eux, ils avaient détecté que plein d'entreprises clientes avaient besoin de profils intermédiaires des bacs plus 3-4. Et donc, D'accord. on s'est engouffré là-dedans et l'avenir nous a donné raison, puisque maintenant, on en a presque 2000 de formés. Et Ah ouais. maintenant, on a un diplôme qu'on a déposé grâce à eux, qui est un diplôme d'État, qui est un bac plus 3 en IA. Voilà. Exceptionnel. C'est fou, hein? Donc ça veut dire effectivement que n'importe qui peut se former à l'IA aujourd'hui. Bah oui, parce que nous, en plus, on demande un niveau de maths de terminale et puis voilà, d'avoir déjà un peu entendu parler de la programmation. Mais effectivement, Bien on a sûr. des profils complètement divers et incroyables. Hein. Ouais. Donc, et ça attire beaucoup de femmes, l'IA. Parce que l'IA, c'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas développeur Python ou JavaScript. C'est pas par la technologie qu'on rentre, mais par le cas d'usage. Qu'est-ce qu'on va faire avec de l'IA? Et ça parle beaucoup plus des personnels qui sont moins geeks ou qui sont en Plus tout cas- éloigné de ces domaines-là. Ouais, et par contre, Mm. qui sont intéressés avec qu'est-ce qu'on fait avec. Bah oui, Mm. l'impact, le concret. C'est ça, et effectivement, JavaScript, en fait, on s'en fiche quelque part. Ouais. À quoi Oui. ça sert JavaScript? Ça, c'est une bonne question. Ouais. ouais, Qu'est-ce tout qu'on à peut fait. faire avec, quoi? Comme une langue quelque part. Exactement. Dans un précédent épisode qu'on tournait pour 20 sur 20, l'une de nos invitées disait en fait, quelque part, le langage, c'est une de JavaScript, Python, etc. C'est un outil de traduction que ChatGPT met en place derrière. Et Pour lui, et c'est exactement propose pareil de- que l'anglais ou Bah le français. ouais, Hein. C'est c'est des ça. tokens. c'est ça. Et justement, ça m'amène à vous questionner là-dessus. Selon vous, est-ce que l'IA générative est une opportunité ou une menace pour tout un tas de métiers? Parce que là, on a l'impression que dans le domaine du numérique, en tout cas, c'est exceptionnel. Il se passe là, pour le coup, une vraie révolution. Est-ce que vous voyez aussi, est-ce que vous avez dû revoir complètement certains de vos programmes parce que elle pourrait représenter ou pouvait représenter une menace? Alors, on a revu tous les programmes parce que c'est révolutionnaire, pas forcément parce que c'est une menace. Comme à chaque technologie, il y a des menaces et il y a des opportunités. Et oui, Et l'IA, comme vous l'avez si justement dit, en fait, ça date pas de ChatGPT. Le mot IA, il date de 1956. Donc ça, il faut rappeler ouais. aux auditeurs que c'est un Beaucoup truc du d'entre 20e nous siècle. n'étaient pas nés. Voilà. Ouais, c'est ça.
Et ce dont on ne prend pas encore la mesure, c'est que c'est une nouvelle interface. C'est-à-dire que si on se dit les choses un peu clairement, on parle à nos ordinateurs maintenant. Ouais. Et ils nous comprennent en langage naturel. Et ben ça, c'est absolument incroyable. Ça, c'est très inclusif. Donc ça va avoir Bien sûr. énormément de conséquences. Et donc, ça aura des conséquences sur certains métiers qui vont peut-être, effectivement, certains métiers, il y a des tâches qui vont être complètement prises en charge par ce genre d'algorithme. Ouais. Mais après, quand moi j'entends dire il n'y aura plus de traducteur, un traducteur, c'est pas juste quelqu'un qui traduit. C'est quelqu'un qui comprend un texte, qui va élaborer des choses, qui connaît une culture. Les traductions par ChatGPT, elles sont pas géniales, en fait. Hein. Les Elles sont tournures même de moins phrases sont bonnes. étranges. Voilà. Donc, Bien en sûr. fait, voilà. Il y a des métiers qui vont être très impactés, mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas avec le numérique et avec toutes les technologies, avec la machine à vapeur, l'électricité? Donc oui, il va se passer des choses et ça va aller très vite. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup d'autres métiers aussi qui vont être complètement boostés par ça. Parce que ça donne un peu des super pouvoirs à des gens qui sont peu qualifiés, justement. Donc ça va rebattre les cartes, mais on le voit plutôt le verre à moitié plein. Moitié plein. Ouais. Est-ce que vous pensez que justement dans le domaine de l'éducation, l'enseignement supérieur en France, ce sont des domaines suffisamment préparés à l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'on peut suffisamment... aujourd'hui, intégrer des compétences liées à l'IA dans les programmes? Je trouve que la réaction est plutôt meilleure que d'habitude, parce qu'on se souvient des épisodes je sais pas, sur la calculatrice. Ça n'a pas toujours été facile, voilà. C'est clair. Et là, je trouve qu'ils prennent le truc dans le bon sens. Donc après, il faut accompagner les profs, il faut accompagner les élèves, les parents d'élèves aussi. Donc, voilà. Et c'est bien de ne pas faire n'importe quoi aussi. Il y a des questions de souveraineté, il y a des questions d'impact écologique, il y a des biais. Entre une fois sur 5 et une fois sur 10, ChatGPT vous raconte n'importe quoi quand même. Hein. On appelle ça une hallucination. Mais donc, voilà. Et donc tout ça va se faire doucement, mais je trouve que voilà, ils ont vraiment pris le truc par le bon sens, au lieu d'être en mode on coupe tout et voilà. Parce que Sciences Po avait au tout début de ChatGPT. Au tout début, ils ont vite rétro-pédalé. Pareil, l'Italie, les universités américaines aussi, mais voilà, ils ont compris que c'était inéluctable et que ça pouvait être une chance, parce que même pour les profs, hein, bien sûr, 50% de leur travail est non pédagogique, hein, c'est des tâches administratives. Là, l'IA peut peut-être aider. Donc, par contre, ça remet en cause tout. Et typiquement, chez Simplon, vous me disiez, est-ce que vous avez tout changé? Oui, on a tout changé, parce qu'il y a un truc qui change, c'est que si ChatGPT est capable de faire l'exercice que vous donnez à votre apprenant, il faut changer l'exercice. Toutes les modalités d'évaluation sont à revoir. Oui. On ne peut plus donner de devoir à la maison. Bien sûr. C'est fini, ça. Bien sûr. Mais alors, comment vous faites, du coup? On demande un devoir à la maison, on autorise l'IA, on demande le prompt, et on demande à la personne de présenter à l'oral, en fait, comment elle a travaillé. Ah, sympa. Voilà, donc c'est de la métacognition. Et là, on ne peut plus dire fais-moi un devoir ou fais-moi un programme sur Python. Bien sûr. On ne sait pas qui l'a fait. Et les détecteurs de plagiat ne marchent pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. En fait, c'est très difficile de trouver un détecteur de plagiat qui sait reconnaître tous les modèles d'IA. C'est-à-dire que ChatGPT saurait faire un détecteur de ChatGPT. Oui. Mais il n'aurait pas, et c'est pas évident qu'il fasse un détecteur de Google. Je vois. Et le principal, c'est que c'est pas pour ça que c'est compliqué, les détecteurs de plagiat, c'est parce qu'il y a des faux positifs. C'est-à-dire que ça détecte des gens comme ayant triché alors qu'ils n'ont pas triché. Et ça, c'est rédhibitoire. C'est très dangereux, bien sûr. Donc, il y a une blague qui a tourné pas mal sur X il y a quelques mois. C'était la Constitution américaine de 1776. Si vous la passez à un détecteur de plagiat, elle est écrite par l'IA. Donc, les outils vont pas bien, quoi. Donc, il faut travailler le modèle pédagogique. Il faut trouver d'autres solutions. Il faut s'adapter. Mais là aussi, les profs, ils sont pleins de potentiel et plein de richesses. Ils font ça toute la journée, s'adapter. Hein. Donc, ils vont le faire sans problème. Très vrai. On peut se poser la question, effectivement, de comment éviter que l'intelligence artificielle, elle génère justement de nouvelles inégalités numériques. Et ça doit être au cœur de vos préoccupations, j'imagine. Ouais, aussi. ça, les biais, l'impact écologique, hein, ça c'est un angle mort aussi. On n'en parle pas assez. Ouais, non. Ouais. Ou alors on en parle mal, on dit ChatGPT ça pollue. Ça pollue plus que Google, mais ce qui pollue dans le numérique, c'est pas ChatGPT, c'est le fait qu'on change d'iPhone tous les 12 mois. C'est le matériel, en fait, qui pollue le plus, quoi. C'est pas parce que parfois on voit passer sur Internet le fait que quand on fait une requête à ChatGPT, ça consomme énormément d'eau. J'ai vu passer pas plus tard que ce matin sur Instagram une vidéo avec un influenceur qui nous expliquait qu'il prenait une gourde comme cette bouteille. Il disait voilà, quand vous refaites une requête sur ChatGPT, voilà toute l'eau que vous consommez. Ça paraît énorme. Non, mais il a raison. L'usage de ChatGPT, il est comparable. On pourrait faire la même vidéo sur le streaming. Ouais. En fait, c'est les data centers qui fonctionnent de cette façon. Donc, quand on veut faire une recherche sur Internet, il vaut mieux aller sur un moteur de recherche et pas sur ChatGPT. ChatGPT, par contre, quand on veut faire de l'IA générative,
Là, il faudra utiliser ChatGPT. Mm. Donc, il faut le faire avec frugalité, sobriété. Ouais, c'est ça. Mais si on prend le truc de la carafe d'eau, si lui, il a tourné ça avec un iPhone 14, il peut compter ses tonnes d'eau, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Je vois très Donc, bien. bon, faut Et toc, ça c'est fait. Bon, est-ce que vous pensez, Frédéric, que l'éducation, l'enseignement supérieur sont suffisamment aussi ouverts au handicap? Parce que ça aussi, c'est un sujet qui vous touche beaucoup. On a 13% de personnes en situation de handicap chez Simplon, et donc on est bien placé pour dire que c'est pas évident d'avoir ce taux-là. Et Ouais. c'est un peu plus que le taux normal, entre guillemets, en France, qui est de l'ordre de 6 à 9%. Dans les entreprises, vous voulez dire? En général, dans général, la société. d'accord. Ouais, donc c'est plusieurs millions de personnes là aussi. Et donc c'est pas évident parce qu'il n'y a pas deux personnes en situation de handicap qui se ressemblent. Bien sûr. Et même dans le même handicap, c'est souvent pas la même façon de le traiter et de le prendre en charge. Ouais. Donc moi, je serais un peu mal à l'aise de dire à l'éducation nationale qu'ils sont nuls sur le handicap. Parce que eux, en fait, ils accueillent tout le monde. Ils essayent en tout C'est cas. vrai. Donc il y a des classes à besoin, enfin des personnes à Des classes besoins Ulysse, spécifiques, tout à fait. tout ça. Donc voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et on a les profs les moins bien payés d'Europe, donc on n'oublie pas. Et C'est donc sûr. voilà, c'est pas évident parce que eux, ils sont obligés d'accueillir tout le monde entre guillemets. Nous à Simplon, on peut encore choisir dans la formation professionnelle. Donc nous, on choisit Ouais. d'avoir un maximum de personnes en situation de handicap, mais c'est pas évident. Les malvoyants, par exemple, pour apprendre à coder, c'est pas impossible, mais on l'a déjà fait. Mais c'est extrêmement compliqué. Ça Ouais. nous demande en fait beaucoup plus de temps, d'accompagnement, de matériel aussi. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut répercuter dans notre structure de coût. Bien sûr. Donc voilà, c'est pas évident. Voilà, l'école sera toujours moins inclusive que comme les transports. Les transports, c'est pareil. Donc voilà, c'est un chemin l'accessibilité, mais c'est vrai qu'on fait pas assez parce que 10 ou 15% de la population française qui est comme ça, qui n'a pas accès à l'éducation, au transport, au sport, à la culture. Bien sûr. C'est scandaleux. Et 90% des sites internet sont inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Ça, c'est... Est-ce que Parce la que loi les pourrait développeurs faire quelque chose? elle le fait déjà. Elle interdit, elle demande un audit, elle donne des amendes. Ah oui. Mais en fait, il n'y a pas assez de développeurs sur le marché. Donc, imaginez des développeurs qui savent faire des sites internet accessibles. Mais en fait, c'est Donc, il y a une l'aiguille pénurie. dans une meule Ouais, de c'est foin ça. d'aiguille. C'est ça. Non, mais c'est fou. Donc, c'est pour ça que nous, on essaye de les former à ça. Mais Ouais. c'est très difficile. C'est vraiment très compliqué. Sujet culturel sans doute aussi. Ouais. Bon, après, on n'est pas les sociétal. pires. C'est vrai. Ouais, en France, on a la loi de 2005, elle était assez pionnière, mais c'est vrai que dans l'application, nous, on a toujours des belles lois, mais peut-être Ouais, que c'est ça. pour l'application, c'est un peu plus compliqué. Aïe, 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 aïe. Bon, on parle de la France, mais vous avez aussi développé un certain nombre de projets en Afrique. Oui, c'est ça, on est dans 25 pays, donc en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, et beaucoup en Afrique, 17 pays. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la francophonie qui nous a aidés, et puis aussi le fait que là-bas, il y a une jeunesse qui ne demande qu'à apprendre des choses. Oui. Autant nous, on est des continents qui vieillissons, autant l'Afrique, voilà, un jeune sur deux en 2050, ce sera un Africain. Ouais. Et donc, ils ont très peu d'infrastructures, et ils ont envie de faire tout, comme nous. Ouais. Ils ont bien raison. Donc, on s'est beaucoup développé. On a des filiales au Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, au Maroc. Sympa. Et après, on rayonne sur toute la sous-région. Et c'est super. Là-bas, quand vous aidez un jeune, vous aidez un village entier. Enfin, il y a une reconnaissance aussi. Parce que la gratuité, là-bas, soit elle est mal vue, en disant genre c'est gratuit, c'est pourri. D'accord. Soit en fait c'est vraiment un cadeau du ciel, quoi. Et là Ouais. les gens sont d'une reconnaissance, ils coachent ceux qui sont de la promo d'après. En France, si vous voulez demander à quelqu'un de faire un effort pour reconnaître qu'il a eu quelque chose qui a de la valeur gratuitement, déjà c'est compliqué. On le voit avec notre éducation et notre santé. Et si en plus vous lui demandez d'aider ceux qui vont arriver derrière lui, ils vont dire mais non, c'est bon. Alors qu'en Afrique, c'est... Bien sûr. Bien sûr. Vous mentionnez aussi souvent l'importance des soft skills dans vos formations. Alors c'est vrai que quand on y pense comme ça, quand on passe à Simplon et quand on vous écoute, on pense plutôt hard skills, ces compétences dures pour apprendre à coder. Malgré tout, ces compétences douces, les soft skills, la créativité, la communication, etc. Ça aussi, c'est important pour vous. C'est même indissociable de ce que vous enseignez comme compétences de code à vos élèves? Ouais, c'est ça qui est vraiment la spécificité de Simplon, parce que vous savez, il y a plein de gens, vous êtes dans l'éducation, vous le savez, qui essayent de séparer ces deux choses-là, en disant il y a les soft skills d'un côté, il y a les hard skills de l'autre. En fait, c'est indissociable. C'est un espèce de continuum qui est lié au métier que vous apprenez ou à la compétence que vous développez. C'est-à-dire que les soft skills d'un développeur ou d'une développeuse, c'est pas du tout les soft skills d'un serveur de restaurant. Ouais. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais il faut toujours rappeler ça. Donc nous, les soft skills, elles sont liées au métier auquel on apprend.
Donc un développeur, c'est pas quelqu'un dans sa cave avec une barbe et une part de pizza pourrie qui est tout seul dans son coin. Il travaille avec plein de gens, avec des clients, avec d'autres développeurs. Donc ces soft skills, en fait, elles doivent être spécifiques. Mais c'est pas les mêmes qu'un technicien réseau ou quelqu'un qui fait du support informatique ou quelqu'un qui est dans la cybersécurité et qui surveille des consoles toute la journée. Ouais. Donc ouais, c'est complètement intrinsèquement lié au référentiel de compétences. Et là aussi, on a un petit côté un peu militant sur les soft skills, c'est que souvent, on met derrière le mot soft skills un truc qui est de l'ordre du... J'allais dire un gros mot, mais je vais le dire, c'est du racisme social. C'est-à-dire qu'en fait, derrière les soft skills, on dit, oui, quand même, son savoir-être... Et quand on creuse un peu ce savoir-être, en fait, c'est juste, en fait, la personne, elle n'a pas les codes de l'entreprise, Ouais. elle n'est pas trop comme moi, elle n'a peut-être pas fait les mêmes études, elle n'est peut-être pas dans les mêmes vacances. Voilà, donc il faut faire attention à la soft skills parce que derrière, en fait, il faut faire progresser les gens. Il faut pas... Et puis, les soft skills, c'est pas, comme on le lit, la créativité, la machin. C'est pas une soft skill. Une soft skill, ça doit s'évaluer. Est-ce que vous seriez capable d'évaluer la créativité de non, quelqu'un? c'est Voilà. terrible. Ouais. Donc, les soft skills, c'est bon, j'arrive à l'heure ou j'arrive pas à l'heure, ok. Je sais. D'accord. Voilà, donc il y a des, voilà, c'est un référentiel, c'est objectif, les soft skills, et il faut pas y mettre trop de différences sociales, quoi. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que maintenant, quand on entend parler, on a l'impression qu'on met un peu tout et C'est ça. n'importe quoi dans les soft skills. Non, il y a un référentiel européen des soft skills, hein, une Ah ouais. Digicomp et soft skills, donc non, c'est C'est très encadré. sérieux tout ça. Très sérieux tout ça. Bon, autre chose qui est très sérieux, lire, écrire, compter et coder, c'est le titre de votre livre dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors justement, une question aussi, pourquoi le code devrait-il être considéré comme une compétence de base au même titre que la lecture et les mathématiques? C'était un peu provocateur, mais il faut le situer dans son époque, hein, c'est 2014. Ouais. Donc 2014, il n'y a pas de code à l'école. C'est vrai. Et Najat Vallaud-Belkacem va le mettre dans les programmes en 2015. Donc, c'est pas du tout la faute du bouquin qu'on a écrit avec Nicolas Dalé. Mais à l'époque, il y avait un certain nombre d'acteurs, dont nous, Eline Ria et plein de gens qui disaient que la littératie numérique, hein, ce dont on parlait, en Oui. fait, le fait de ne pas être comme une poule devant un couteau sur un ordinateur en disant mais ou dire ChatGPT est intelligent, par exemple, ça c'est un manque de littératie numérique. Oui. Parce que quand on sait comment ça marche, on voit bien que ChatGPT n'est pas intelligent et que en fait c'est un algorithme, et donc il faut savoir ce que c'est qu'un algorithme, etc. Donc ça participait à un effort de compréhension, de culture numérique. Ouais. Et après, quelque part, on ne veut pas faire que tout le monde sache coder en Python. En fait, Python, on s'en fiche, on le disait tout à l'heure. C'est pas Python le plus important, c'est comment ça marche une machine, comment les machines façonnent notre société et nos médias et tout ce que vous voulez. Donc c'est ça le plus important. Donc bien entendu, on ne militait pas pour que tout le monde devienne développeur Python, mais pour qu'on introduise dans l'enseignement, ce qui a été le cas, hein, du CP à la 5e, et maintenant il y a une option quasiment obligatoire en seconde. C'est ça. Donc maintenant il y a du numérique partout, et c'est pas que le code, c'est la culture numérique, les modèles économiques, l'économie de l'attention, toutes ces choses qui sont importantes pour nous en tant que citoyens. Quelle est votre vision de l'école supérieure idéale pour le 21e siècle? C'est pas ma zone de confort et de compétences. Nous, on est plutôt dans le monde de la formation professionnelle. Mais je dirais que l'enseignement supérieur, il doit à la fois préparer des super citoyens, entre guillemets, donc des cadres, des gens qui vont, encadrer. Il doit aussi permettre une recherche publique. Moi, je suis très attaché au fait que la recherche ne soit pas juste l'apanage, comme on le voit sur l'IA, de quelques acteurs privés, en fait. Hein. Bien sûr. 80% des PhD en IA, ils finissent dans une grande entreprise du numérique. Donc, la recherche publique, c'est important. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même que l'enseignement supérieur amène à des métiers et à une insertion professionnelle. Moi, je suis un peu déçu de voir qu'on continue à envoyer des bataillons de gens dans des filières dans lesquelles on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, qu'il n'y a pas de problématique de recherche aussi non plus. À la limite, s'il n'y avait pas de job, mais qu'on pouvait faire de la recherche et que ça aide, mais c'est même pas le cas. Donc voilà, l'adéquation entre l'offre et la demande, c'est pas l'alpha et l'oméga du l'enseignement supérieur. Elle n'est pas là pour faire de la chair à canon pour l'économie, entre guillemets, si on veut être un peu caricatural. Mais elle n'est pas là non plus pour être déconnectée et envoyer les gens au carton dans des filières qui n'ont pas d'avenir. Bien sûr. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu plus agile, peut-être, mais sans lâcher les fondamentaux, qui est la recherche, l'enseignement, et puis le fait de former des esprits éclairés, parce que c'était ça l'université. Hein. Donc ça, on a besoin d'esprits éclairés en ce moment. Hein. Donc il ne faut pas arrêter ça. Il faut juste arrêter les voies de garage, je pense. Ouais. Alors, quel conseil, justement, vous donneriez aux jeunes qui hésitent à se lancer dans ces métiers du numérique?
Il faut mettre les mains dedans. Ouais. C'est-à-dire que je pense que Faut c'est comme tester. le journalisme, hein. On fait un premier stage, on parle à des journalistes, on pose des questions. Il faut éprouver les choses. Ouais. Sinon, en fait, ça reste de la théorie. Et dans le numérique, ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a au moins entre 200 et 300 métiers différents dans le numérique. Il y a C'est des ça. juristes numériques, il y a des plombiers du numérique, des tuyaux numériques, Ouais. il y a des développeurs. Il n'y a pas que des développeurs, justement. Et c'est un métier dans lequel il y a une pénurie des métiers, j'allais dire, mais oui. c'est Pas ça. tous. Pas tous. Il y en a qui sont plus pénuriques que d'autres, mais globalement, à partir du moment où il y a du numérique, c'est sûr que c'est Ouais. plutôt, ça a plutôt le vent en poupe, hein. Jusqu'à des asymétries très fortes, où sur l'IA, par exemple, on a, je pense, un candidat pour 3 ou 4 offres d'emploi. Ah oui. Donc là, effectivement, Donc il y a de la place à prendre. il y a de la place, et les Justement, IA vont pour pas tout le coder à notre monde. place, hein. Non. Non, non. Non, non, mais c'est effectivement important à rappeler. Alors, ça aussi, ça vient avec les compétences clés qu'on devrait enseigner aux enfants dès aujourd'hui pour préparer les métiers de demain. On a compris, lire, écrire, coder, entre autres. L'esprit critique. C'est pas dans les maquettes pédagogiques, mais ça vient après. C'est une soft skills, là, si on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est indispensable. Et maintenant que les contenus deviennent de plus en plus synthétiques, hein, ils sont créés par des IA, hein, c'est le cas sur les réseaux sociaux, dans certains médias. Le recul, les fake news, la désinformation. L'esprit critique, c'est une compétence cardinale qui est liée au statut de citoyen, hein. C'est la Aufklärung, hein, c'est les Lumières, hein. Donc voilà, c'est Tout pas à fait. c'est pas ChatGPT qui a inventé ça. Donc là, c'est encore plus important parce que là, c'est pas l'obscurantisme d'une religion séculaire là qu'on doit combattre. C'est la prolifération de trolls, de manipulations, de campagnes et aussi les hallucinations des modèles de langage. Ouais. Vraiment. Ouais. Vous vous rendez compte, une fois sur 10 ou une fois sur 2, la réponse d'un modèle de langage est une hallucination. Quelque chose qui va être dit avec beaucoup de fermeté Ouais, et qui est c'est ça. faux. C'est quand fou, même quand dingue. même. Voilà. On se croirait en politique. Bah oui, voilà. Donc, voilà, ils le font pas exprès, c'est que des maths, quoi. Alors que les autres, je sais pas s'ils font C'est exprès. ça. Mais... Donc oui, c'est important, mais Ouais. aussi le fait d'apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre aussi. Parce que moi, je me souviens très très bien de certaines choses que j'ai apprises à l'école et qui ont depuis été complètement abandonnées Dépassées. parce que la recherche continue. Pourquoi il n'y a pas le service après-vente? Pourquoi on ne fait pas la désinstallation des mauvais logiciels et on réinstalle des nouvelles versions? Ouais. Ça, c'est important, hein, de désapprendre un truc qu'on a appris. Pas facile Bah aussi. non. Ouais. Et ça va être un vrai truc dont on va avoir besoin parce Ouais. que ça bouge vite. Ça bouge vite. Vous avez mentionné l'importance d'être direct et sincère dans vos interviews. Quelles questions vous aimeriez qu'on vous pose mais qu'on vous a jamais posées, Frédéric? Qu'est-ce que je vais faire après Simplon? On vous l'a jamais posé? Je crois pas comme C'est ça. pas non. vrai? Ouais, pas comme ça, peut-être pas. Bon, qu'est-ce que vous allez faire après Simplon? Je sais pas. Franchement, je sais Vous pas. avez envie de tourner Ouais. la page? Non, Ça pas du tout. pourrait arriver? Non, pas du tout. Par contre, j'ai lancé un truc en fin d'année dernière qui est une fondation personnelle qui n'aidera que les coalitions d'associations. Alors là, il faut que vous me Bah non, mais traduisiez. en fait, c'est tout simple. Les associations, elles sont en compétition les unes avec les autres. Ouais. Je sais pas si vous aimez les animaux, et la SPA, elle se bat contre 30 millions d'amis, qui se bat contre PETA. Ce qui est triste, parce qui n'a qu'a priori, aucun ils ont sens. tous le même Voilà. objectif. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles sont en compétition? Parce qu'il n'y a pas de financeurs qui mettent une prime à la Et donc, voilà, j'ai monté une fondation qui s'appelle Join Forces. Donc, l'union fait la force. Et qui va donner une survaleur à la Génial. coopération et aux coalitions. Et c'est l'objectif de développement durable numéro 17, by the way. Ouais. Celui sur les partenariats. Alors, Donc voilà, vous- c'est très modeste, c'est à mon échelle. Moi, je suis pas Xavier Niel, hein, donc je suis pas milliardaire du tout. Et alors, Xavier Non, Niel mais a ce que je veux bien dire, c'est que lui, il a démarré plus quelque de part. moyens Ah que oui, moi, c'est ce que je veux sûr, dire. Oui, Mais moi, bon. avec mes petits moyens et puis mon énergie, on va Bien essayer sûr. d'aider des coalitions. Donc voilà, ce sera peut-être ça le Génial. coup d'après. Et vous travaillez sur un domaine en particulier ou- Non, pas de thématique. pas de Par thématique. contre, j'embarque ma femme et mes 5 enfants. Sympa. Ouais, Ah oui, c'est donc sympa. aventure familiale Ouais. en plus. Ça va être sympa. Très, très chouette. Bon, alors, je vais quand même vous poser la question. Comment vous voyez l'évolution de Simplon dans les 10 prochaines années? Je pense qu'on va continuer à grandir sur un aspect dont on n'a pas parlé, mais ce n'était pas l'objet. C'est que de plus en plus, Simplon, en fait, empêche le demandeur d'emploi ou la demandeuse d'emploi en formant une personne qui est dans son entreprise pour qu'elle ne perde pas son travail. D'accord. Donc ça paraît bête, mais quand on a commencé à faire ça en 2017, tout le monde nous a dit « mais c'est pas du social, ça ». Bah si, tu veux qu'on attende que la personne soit à Pôle emploi pour s'en occuper ou tu préfères que... Et donc ça, c'est un truc qui prend de plus en plus d'importance à Simplon. Pour l'instant, c'est 7% des gens, majoritairement en forme des demandeurs d'emploi. Ok. Mais de plus en plus, voilà, des salariés. Ça, je pense que l'avenir de Simplon, il est aussi là-dedans.
Ouais. dans la formation tout au long de la vie, les journalistes qui veulent apprendre l'IA, les techniciens qui veulent faire autre chose, la reconversion. Donc ça, voilà. Ça va être cool. Puis après, j'espère qu'on aura Plein des d'autres Simplons projets. sur Mars. C'est ce que je vous souhaite. Ouais. Enfin, peut-être pas sur Mars, parce que je pense pas qu'on ait grand-chose à faire sur Mars. Mais Puis en tout dans cas, 10 dans ans, c'est d'autres peut-être un pays, peu quoi. short, mais Dans d'autres pays, bien ouais. sûr. Mm. Vous, ministre du numérique, Frédéric, ce serait quoi votre première mesure? Je ne serai jamais ministre du numérique. On m'a approché une fois pour ça, jamais de la vie. C'est vrai? Ah oui, moi je suis un entrepreneur social. La politique, c'est un beau métier, mais ce ne sera jamais le mien. Je leur souhaite bien du courage et je ferai tout ce qu'il faut pour aider les politiques publiques, mais moi, jamais de la vie, je serai ministre du numérique. Jamais. On va passer à la dernière partie de cette interview, si vous voulez bien, où je vais vous poser des questions plus rapides et vous allez me répondre aussi plus rapidement. Si vous deviez décrire Simplon en une phrase, qu'est-ce que vous diriez? Notre baseline du début, c'était In Code We Trust. Ok. Ok. Je trouve très drôle. C'est ça. Et vous l'avez plus maintenant? Non, maintenant, c'est le numérique tout simplement. D'accord. Ok. Mais In Code We Trust, j'aimais bien. In Code We Trust. Quelle est votre plus grande fierté dans votre parcours? D'avoir fini par enfin épouser la femme de ma vie. Et on s'est raté 3 fois en 30 ans. Et c'était ma copine de lycée. Et maintenant, c'est ma femme et la mère de mes enfants. Et ça, ça paraît bête, mais c'est vraiment... Non, je peux tout à fait comprendre, effectivement. Très belle histoire. Diplôme ou expérience? Non, expérience. Expérience. Learning by doing, ouais, toujours. Bien sûr. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation ou la formation en France, ce serait quoi? L'amour des gens, enfin, le fait de s'intéresser aux gens. Ouais. C'est pas évident. Hein. Même Non. parfois, moi, j'ai du mal, mais c'est quand même la qualité qu'il faut garder. Quoi. Bah oui. Puis si ça fait 10 ans, c'est que c'est une preuve que vous y arrivez aussi. Un petit peu. Une chose que vous changeriez dans la formation, l'éducation, l'enseignement supérieur? Franchement, je ne donnerais pas la même somme d'argent à un établissement d'enseignement supérieur Bac plus 5 plutôt qu'à une formation pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi et sans qualification. Pour l'instant, on est traité sur à la même ligne de départ. On a les mêmes aides qu'on aide. On a le même pourcentage d'argent de la part de France Travail qu'on forme un Bac plus 15 ou un Bac moins 15. D'accord. C'est pas possible. Ouais. Une idée fausse que les gens ont sur les métiers du numérique? Il n'y a que développeurs, c'est que des métiers techniques pour les forts en maths. Voilà. Ça, c'est vraiment faux. Votre vision de l'enseignement supérieur ou de la formation dans 20 ans? Ça commence jamais, ça s'arrête jamais. Formation continue tout au long de la vie. Et partout, partout. dans l'entreprise. Moi, je pense que les organismes de formation, ils finiront tous dans les entreprises aussi. Que les entreprises seront des centres de formation. Vont créer leur propre... Ouais. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a inspiré dans votre parcours? J'ai lu La Cité de la Joie quand j'étais vraiment ado. Ouais. Donc, c'est sur les slums en Inde et quelque chose avec une démarche religieuse, mais ce n'était pas forcément le cas. Mais c'est l'extrême pauvreté. Ouais. Ça, on sent que ça fait partie effectivement de votre engagement et de votre parcours. Une compétence que tout le monde devrait apprendre aujourd'hui? Prompter. Prompter? Ah bah oui. Ah oui. Et le plus grand défi des jeunes aujourd'hui? Croire en l'avenir, continuer à espérer. Ouais. Et peut-être retrouver le chemin d'avoir envie de faire des enfants. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie? Oui, en seconde, Monsieur Louge. Il a fait un cours sur la Révolution française et là, je me suis dit, ça y est, t'as trouvé ce que tu veux, il faut que tu comprennes l'histoire. C'est là où j'ai voulu faire Sciences Po. Ouais. Bon, après, vous avez un peu changé. Après, j'ai dérapé, mais il me reste quelques bases. Cette transmission, quelque part aussi. Puis la Révolution, le fait qu'on peut aussi changer les choses. Ouais. Bon, on vous souhaite de ne pas avoir la tête coupée, c'est le seul truc, mais ça. En revanche, effectivement. Bon, un prof qui change une vie. Et maintenant, si vous deviez passer le flambeau de micro de 20 sur 20 à une personne, une personnalité, un inconnu. Jérôme Salté. Fondateur de Playback. De Playback et aussi du Collège Unique et de plein de choses. Ouais, les Incollables, le comité d'éthique du numérique, les territoires numériques d'expérimentation. C'est une sacrée personnalité dans l'éducation. Ah, j'adore. Ouais. Lui, il pourrait être ministre du numérique. On va lui poser la même question. Du numérique. On va lui poser la même question. Bon, on vous tiendra au courant de sa réponse, en tout cas. Merci infiniment, Frédéric, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'étais ravie de vous recevoir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 20 sur 20.